je vois des jeunes qui sont prêts à bouger de plus en plus et qui sont moins dans la notion de chapelle, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont prêts en tout cas à être mobiles sur leurs premières années. Moi, je ne pense pas que ce soit un frein au niveau génération. Pour vous donner un exemple, nous, à Epitech, on a une 4e année qui est obligatoirement à l'international. Donc déjà, on les prépare, ils sont obligés d'aller passer 2 semestres à l'étranger. Et en fait, c'est quand même fort parce que ça veut dire que quelle que soit leur situation à ce moment-là, ils vont devoir partir. Il y a 15-20 ans, on disait à Marseillais qu'il fallait qu'il parte, il était moins chaud qu'aujourd'hui. L'idée, c'est déjà d'avoir clairement identifié le profil, mais de manière réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des fois un décalage, il y a un gap entre le besoin que l'entreprise va avoir, un besoin opérationnel, qu'on soit sur des métiers très techniques ou des métiers marketing ou jusque dans les métiers du commerce, etc. Et souvent, on se rend compte que nous, la première chose qu'on fait dans le cabinet de recrutement, c'est de revoir en fait la description donc, de l'annonce, mais surtout la description en fait, du profil qu'ils recherchent. Donc le premier conseil, en fait, c'est vraiment de s'entourer, de se rapprocher. Alors, évidemment, on cite Altaïd et vous aurez compris pourquoi, mais en tout cas de se rapprocher de professionnels du recrutement et des RH pour nous faire cette corrélation entre le besoin de l'entreprise, la continuité de leurs études et effectivement ce qu'ils vont être amenés à faire dans le cadre de leur mission. Le deuxième conseil, c'est vrai pour le recrutement, mais c'est vrai de manière plus générale, c'est de travailler énormément sa marque employeur. Aujourd'hui, il faut aussi se dire que sur cette sursollicitation dont on a parlé tout à l'heure, les candidats, lorsqu'ils prendront le temps, et c'est pas toujours le cas, mais en tout cas de s'intéresser à la personne, aux interlocuteurs qui les contactent, vont être extrêmement sensibles à cela. Et enfin, c'est effectivement d'être aussi à l'écoute à la fois des organismes de formation et des cabinets de recrutement, parce qu'on a effectivement une réalité, nous, du marché, simplement parce qu'on a des cas de figure extrêmement variés, extrêmement différents, dans des régions différentes. Aujourd'hui, Epitech est implanté partout en France, quand Altaïd a des missions partout en France également. Et ça permet parfois de recentrer en fait le besoin et de recentrer effectivement l'efficacité de trouver le bon profil au bon endroit, au bon moment. Je partage complètement ce constat, et notamment sur la définition du poste. Je crois qu'il faut vraiment savoir ouvrir un peu ses chakras au niveau des attentes, c'est-à-dire pas réduire le niveau d'exigence de la part du recruteur, mais plutôt ne pas le définir forcément par rapport à la technologie et la maîtrise de la technologie qui est attendue par l'informaticien. Pourquoi je parle des profils techniques. Pourquoi? Parce qu'un informaticien, en fait, il va être amené régulièrement à apprendre de nouvelles technologies et de nouveaux langages. Donc si vous recrutez quelqu'un qui a la tête bien faite, et qui vous montre que dans le passé, il a eu quelques réalisations qui sont consistantes et qui vous permettent de penser que techniquement, il maîtrise certaines technologies clés, alors il y a de grandes chances que ce jeune homme ou cette jeune fille puisse, en quelques mois, apprendre cette nouvelle technologie sur laquelle vous recherchez une maîtrise. Nous, on a de plus en plus d'entreprises qui, pour se faire connaître auprès des étudiants, vont jouer le jeu de faire des conférences locales. On appelle ça Uptalk. Elles viennent échanger pendant 1 heure, non pas pour vendre leur entreprise, mais plutôt pour échanger sur une problématique qu'elles maîtrisent et qui va intéresser les étudiants. Et naturellement, à la fin de ces Uptalks, il va y avoir des étudiants qui vont rester et échanger avec le recruteur pour voir peut-être des opportunités professionnelles. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de conseiller des entreprises un peu sur leur marque employeur, comme ça, c'est un des premiers conseils que je donne, c'est envoyer vos experts pour parler dans les conférences. L'autre chose, les entreprises de la région sont plutôt timides à jouer, elles essayent de jouer la boîte parisienne en oubliant leur ADN marseillais ou aixois ou de la région. Et je trouve qu'on ne joue pas assez sur ces codes-là, de l'attractivité du territoire sur ses qualités habituelles. On en a un peu honte, on ne veut pas le jouer. On sait très bien que de toute façon, si vous recrutez à Marseille, que vous voulez faire venir des gens qui sont à Lille, à Paris ou je sais pas où, ils vont aimer ou pas aimer Marseille ou Aix ou autre. Mais ceux qui vont aimer, il faut vraiment jouer la carte parce qu'ils en ont envie et c'est au contraire un point d'attraction. Sur la marque employeur aussi, je voulais rajouter une chose, c'est le fait qu'avec la transformation numérique, on dit que le consommateur a pris le pouvoir. Bon, les profils tech, ils ont un peu pris le pouvoir, si on peut dire. Pas dans la... Il ne faut pas que ça devienne des mercenaires, hein, c'est pas l'objectif. Mais par contre, ça impose à l'entreprise d'avoir une marque employeur sur le long terme qui soit positive. C'est-à-dire l'entreprise doit se poser la question, quels sont mes éléments tangibles d'attractivité vis-à-vis de ses candidats? Alors il y a la communication lors du recrutement,
mais il y a le fait qu'il fait bon être managé et avoir des missions intéressantes dans cette structure. Parce que la génération Z qui arrive, elle est en quête de sens aussi dans ses missions, dans l'attractivité, je parle bien sûr du salaire, ça fait partie du pack, mais aussi de toute la manière dont le collaborateur va pouvoir évoluer.